Au 18e étage d'une tour de Bnei Brak, dans la banlieue de Tel Aviv, un incubateur de start-up, comme il en existe des centaines en Israël. Mais celui-ci est réservé à un public bien particulier, les juifs orthodoxes. En fait, ici, c'est un incubateur de haute technologie pour les orthodoxes. D'un côté, nous sommes à Bnei Brak, et de l'autre, nous avons ici des programmeurs, des entrepreneurs qui créent des start-up. Ici, par exemple, je vous présente Israël. Israël Gurt. C'est un acide de Gour, et il est classé parmi les meilleurs hackers du monde selon Google. Descendant d'une illustre dynastie rabbinique, lui-même orthodoxe, Moshe Friedman a imaginé ce lieu hybride, à cheval entre l'univers des startups et celui du monde orthodoxe. Le règlement intérieur respecte à la lettre la loi religieuse. À la pause, les hommes prient en groupe. La cuisine est strictement cachère. Et dans les salles de cours, hommes et femmes étudient séparément. Ici, c'est la zone réservée aux femmes. Là-bas, c'était pour les hommes. Ici, c'est pour les femmes. Que ce soit dans les écoles ou dans l'enseignement supérieur, on est toujours séparés chez les orthodoxes. Mais dans le monde de l'entreprise, les hommes et les femmes se côtoient. Et c'est compliqué pour beaucoup d'orthodoxes. À cause de ça, ils ont du mal à s'intégrer dans le monde du travail. C'est pour cela qu'on a fondé cet endroit au milieu de Bnei Brak, pour que les orthodoxes se sentent à l'aise dans l'univers de la haute technologie. Les orthodoxes formés ici intègrent ensuite les plus grandes entreprises de haute technologie du pays. Certains choisissent de développer leur propre start-up au sein de l'incubateur et s'aventurent dans les domaines les plus inattendus. Vous êtes ici chez Byton. Nous mettons au point une application sur le modèle de Uber. De la même manière que vous commandez un taxi, vous pourrez commander du béton à l'heure que vous voulez, demander n'importe quelle quantité ou par exemple une pompe à béton. La plupart de ces hommes n'avaient jamais travaillé avant d'arriver ici. Ils étudiaient la Torah à plein temps. Mais la conjoncture économique les a contraints à entrer sur le marché du travail. Les aides d'État ont été réduites. Même chose pour la sécurité sociale. Dans le milieu orthodoxe, tout le monde connaît des gens qui vont à l'étranger pour collecter de l'argent. Ils s'endettent énormément pour payer leur mariage ou pour d'autres choses. Alors la nouvelle génération commence à réfléchir autrement. Moshe a fondé cet incubateur pour lutter contre la paupérisation des orthodoxes, mais aussi parce que leur intégration dans l'économie israélienne devient urgente. Les orthodoxes constituent 12% de la population de l'État, mais à peine 1% de ceux qui travaillent dans le secteur de la haute technologie. Le fait qu'une part aussi importante de la société, qui grandit à un rythme très soutenu, participe si peu à l'industrie, ça menace l'avenir de l'économie israélienne et même la pérennité de l'État. C'est un grand défi pour Israël. À Bnei Brak, le reste de la population évolue très loin du monde de la haute technologie. Une cité de 200 000 habitants, tout entière tournée vers l'étude de la Torah. La capitale du monde orthodoxe, aux portes de Tel Aviv. Toute l'atmosphère ici est imprégnée de Torah. Les gens ne se préoccupent que de l'essentiel, c'est-à-dire de Torah. Il n'y a rien de matérialiste. Le Shabbat, personne ne roule en voiture. Tout le monde respecte le Shabbat. Dans la rue, les femmes sont pudiques. Et bien sûr, de très grands rabbins vivent ici. C'est pour cela que tout le monde veut habiter à Bnei Brak. Ici, vous ne trouverez pas de théâtre, pas de cinéma, pas tous ces divertissements qu'il y a là-bas, à Tel Aviv. Ici, vous ne trouverez que des maisons d'études. La maison d'études, un lieu au centre de la vie orthodoxe. On y étudie essentiellement le Talmud, un immense recueil de controverses rabbiniques compilé au début du Moyen Âge. Le texte se dissèque en binôme, à voix haute. Comme beaucoup d'hommes de Bnei Brak, Yosef passe ses journées à étudier le Talmud.
On étudie une loi qui précise jusqu'à quelle heure on a le droit de manger du pain avant la fête de Pâques. Et le Talmud nous dit que tant qu'on a le droit de manger du pain, on a le droit aussi de nourrir les animaux. Mais quand la fête commence, on ne doit plus manger de pain, même pas une seule miette. Yosef a 27 ans. Il n'envisage ni d'entreprendre des études profanes, ni d'entrer un jour sur le marché du travail. Vous êtes journaliste. Votre ambition, c'est de sortir le plus de scoops possible. Eh bien moi, mon ambition, c'est de connaître toutes les lois contenues dans les livres de cette bibliothèque. C'est mon rêve. C'est ma mission dans ce monde, m'asseoir et étudier la Torah. Et c'est aussi comme cela que j'éduque mes enfants. Les étudiants perçoivent une petite allocation de l'État, à peine 200 € par mois. La maison d'études leur verse aussi un salaire. Mais comme beaucoup d'institutions religieuses, celle-ci peine à boucler son budget, faute de donateurs privés. Les étudiants qui sont assis ici n'ont pas reçu leur salaire depuis plus d'1 an. Nous recevons moins d'argent de nos donateurs et le coronavirus n'a rien arrangé. Mais ils viennent tout de même étudier car ils voient dans cette étude une valeur suprême. Même les non-juifs comprennent cela. Alors à plus forte raison, nous, le peuple d'Israël, le peuple juif, nous connaissons le sens de la vie et nous savons que nous travaillons pour l'éternité. Pour faire vivre sa famille, Yosef compte sur le salaire de sa femme, Esther. Elle cumule 3 emplois, dont celui de puéricultrice. L'homme a été créé pour étudier jour et nuit. En tant que femme, je dois subvenir aux besoins du foyer et en fin de compte, je reçois le mérite de cette étude, grâce à Dieu. Un jour peut-être, Yosef devra cesser d'étudier à plein temps, car l'explosion démographique de la population orthodoxe ébranle le système. Il y a des familles qui ont jusqu'à 12, 13 ou même 15 enfants. Les orthodoxes portent un autre regard sur la famille. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'amour ou d'épanouissement personnel, c'est aussi une mission divine. La tendance est très claire. On estime que dans 45 ans, les orthodoxes représenteront le tiers de la population israélienne. C'est très significatif. Moshe Glasner est le journaliste vedette d'une des principales radios orthodoxes d'Israël. Vous êtes en train de filmer le meilleur journaliste orthodoxe d'Israël. C'est notre studio de télévision. Au départ, c'était pour la radio, mais on commence à faire de plus en plus d'émissions de télé. Pour les élections ou pour des spectacles, par exemple. Ça fait partie de l'évolution du secteur orthodoxe. Nous avons maintenant des sites internet, des radios, des télévisions. Cela se développe beaucoup. Ce soir-là, Moshe consacre son émission à l'élection présidentielle américaine, un sujet qui passionne ses auditeurs. Les orthodoxes veulent s'intégrer à l'État. Plus ils deviennent nombreux, plus il leur est difficile de vivre dans un ghetto. Ils ne peuvent plus se comporter comme s'ils formaient une petite communauté. Leurs besoins se diversifient et ils sont obligés de sortir vers l'extérieur tout en continuant de respecter les règles orthodoxes. Cette aspiration à la normalité conduit les orthodoxes à adapter la modernité à la loi religieuse. Nous sommes dans la boutique privée de Rivka Benaïm. Elle a créé une ligne de vêtements qui prend à contre-pied l'austérité des codes vestimentaires orthodoxes. Tout cela n'existait pas avant. Les femmes portaient juste une jupe et un chemisier en noir et blanc. Il n'y avait pas de rose ou de violet. Il n'y avait aucune couleur en fait. Les robes doivent tout de même respecter des critères très stricts, censés préserver la pudeur de la femme. Pour respecter les lois de pudeur, il faut que ce soit fermé au niveau du cou. Il ne faut pas que le vêtement soit transparent, c'est pour cela qu'on lui a mis un t-shirt dessous. Au niveau des bras, le coude doit être couvert et bien sûr la jupe doit arriver en dessous du genou. On peut adapter n'importe quel modèle, même une robe complètement folle de Beyoncé par exemple, une robe pas du tout pudique. Notre styliste y ajoute un bout de tissu ici ou là et cela devient alors pudique. On peut être pudique et ressembler à Beyoncé. Ce jour-là, Rivka a rendez-vous avec la propriétaire d'un salon d'esthétique de Jérusalem pour parler affaires.
Les deux femmes veulent mettre en commun leurs fichiers clients afin de dynamiser leurs entreprises. On pourrait organiser un tirage au sort en ligne. Cela nous amènera beaucoup de vues. À cause du confinement, tout le monde est sur les réseaux sociaux en ce moment. Ça, c'est mon Instagram. On pourrait mettre le tirage au sort sur ma story. Les réseaux sociaux sont au cœur de leur stratégie commerciale, car c'est la seule fenêtre des femmes orthodoxes sur la mode, la plupart des foyers n'ayant pas la télévision. Dans les publicités, à l'abri du regard des hommes, des mannequins orthodoxes véhiculent l'image d'une femme assumée, séduisante, parfaitement intégrée dans la modernité. Avant, une femme orthodoxe était soit institutrice, soit puéricultrice. De temps en temps, certaines apprenaient un métier, mais c'est tout. Aujourd'hui, les femmes ont envie de se réaliser. Elles ont d'autres ambitions que d'être seulement des femmes au foyer. Elles continuent de faire des enfants, bien sûr, et s'occupent de familles nombreuses, mais en même temps, elles s'épanouissent. Elles veulent se faire plaisir. Jusqu'où peut-on concilier les valeurs orthodoxes et le monde moderne? Comment faire lorsque la règle religieuse contrarie des aspirations artistiques? Avant de prendre des cours de chant, Shira n'avait jamais entendu de musique classique. La première fois que j'ai entendu de l'opéra, j'ai rigolé. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Oui, elle rigolait, elle disait « C'est bizarre cette musique ». Elles n'ont aucune référence. Quand elles commencent à faire de la musique, du classique, c'est comme une explosion à l'intérieur. Et à la fin, on a de très beaux résultats. Si les élèves de cette école réputée découvrent la musique à seulement 18 ans, c'est qu'elles sont toutes issues de familles orthodoxes, souvent réfractaires à la culture profane. L'établissement n'accueille que des filles, la loi juive interdisant à une femme de se produire devant un homme. La carrière de Shira se limitera donc à celle d'une chanteuse pour femmes. C'est mon choix. Personne ne m'oblige à ne me produire que devant des femmes. J'ai décidé de mon propre chef d'accomplir la volonté de Dieu, et donc je ne chante pas devant des hommes. Cela réduit les possibilités, c'est vrai. Je ne pourrai jamais chanter devant une salle où tout le monde pourrait me voir. Mais il se crée un nouveau genre de public, un public de femmes. Elles organisent des soirées, des fêtes pour les jeunes filles, des festivals pour femmes. Quand je diffuse mes chansons, je précise bien que c'est pour les filles uniquement et que les garçons ne sont pas censés m'écouter. S'ils écoutent quand même, je ne suis pas responsable. L'été dernier, Shira a épousé un garçon rencontré sur Internet, Avroumi, un orthodoxe comme elle. Il l'encourage à persévérer dans la chanson sans craindre le qu'en dira-t-on. Avroumi connaît mieux que personne l'hostilité du monde orthodoxe envers ceux qui veulent s'écarter du chemin tracé pour eux. Le jour se lève à peine sur la Jérusalem orthodoxe et déjà Avroumi entame la prière du matin. Le jeune homme appartient à la communauté hassidique de Belz, un monde à part où l'on parle encore le yiddish, la langue des juifs d'Europe orientale. Comme la plupart des orthodoxes, Avroumi a grandi dans un quartier à l'écart du monde laïque. Pour eux, la vie est comme un passage vers le monde futur. Il y a beaucoup de tentations de tous les côtés et il y a une peur de l'inconnu, la peur que quelque chose de l'extérieur vienne et écarte l'homme du droit chemin. Avroumi, lui, n'a pas eu peur de l'inconnu. Il a même transgressé le plus grand des tabous pour un jeune de sa communauté religieuse. Il s'est engagé dans Tsahal, l'armée israélienne.
C'était bizarre, c'était un choc, c'était tellement différent. Je n'avais aucun rapport avec ça. C'était comme d'entrer dans un village arabe. Je ne comprenais pas ce qu'on voulait de moi. Chez nous, par exemple, on parle yiddish, ça ressemble à l'allemand. Et d'un coup, on te parle en hébreu. Avroumi a servi dans une unité combattante, mais pour sa période de réserve, Tzahal l'a affecté à la lutte contre le coronavirus. Jeudi, il a commencé à se sentir fiévreux et il était faible. L'homme doit servir Dieu, mais il doit aussi aider son prochain. Dans la Bible, on dit bien que celui qui sauve un homme sauve toute l'humanité. Dans l'armée israélienne, la plupart des soldats sont laïcs et n'ont jamais côtoyé un orthodoxe de leur vie. On ne se serait jamais rencontrés ailleurs. Je crois même que si on s'était retrouvés l'un à côté de l'autre, on ne se serait pas adressé la parole. Et ici, on se parle, on fait le même travail, on porte le même uniforme et on est tous les deux égaux. Pour avoir voulu être un Israélien comme les autres, Avroumi a dû partir loin de chez lui, loin de la colère de ses proches. Je ne dirais pas que j'ai franchi une limite. J'ai tout simplement fait ce que je devais faire, sans faire attention à ce que les gens autour de moi allaient dire. J'ai foncé et je l'ai fait. C'est ici que j'ai habité durant 4 ans, durant tout mon service militaire. Avroumi a vécu dans ce foyer durant son service militaire, car ses parents l'ont mis à la porte. Ça, c'était la chambre où je dormais. Pour bien des familles orthodoxes, s'engager dans l'armée équivaut à trahir son éducation et ses valeurs. C'est comme si un père avait un enfant qui fumait de la drogue à la maison. Il va lui dire « Écoute, déjà que tu fumes de la drogue, c'est inadmissible, mais en tout cas, il est hors de question que tu le fasses ici. Tu ne peux pas montrer à tes frères que fumer de la drogue, c'est légitime. » Un père orthodoxe, son rêve, c'est que son fils soit comme lui, un homme pieux relié à sa Torah et craignant Dieu. Et d'un seul coup, l'armée vient menacer tout ça. Il se sent menacé, pas seulement lui, mais les autres enfants aussi. Le foyer héberge gratuitement d'autres jeunes orthodoxes bannis par leur famille pour avoir intégré l'armée. Ils se sont tous engagés volontairement, car les orthodoxes sont exigés de l'État d'Israël que leurs enfants échappent à la conscription. Les familles orthodoxes n'acceptent pas tout ce qui tourne autour de l'État d'Israël, du sionisme, de la guerre. Pour eux, l'armée, c'est un instrument qui va corrompre leurs enfants. C'est problématique. La relation des orthodoxes à l'armée est très compliquée, très problématique. Cela conduit à des ruptures, à des exclusions, à de la haine. Cette défiance envers l'État ne se limite pas à l'armée. Lors de la crise du coronavirus, certains orthodoxes ont méprisé les consignes du gouvernement. Encouragés par leurs rabbins, ils ont refusé de fermer les écoles, d'éviter les rassemblements ou même de porter un masque. La police israélienne a dû mener des opérations musclées pour faire respecter la loi. Des quartiers orthodoxes ont été bouclés, ce qui a déclenché des émeutes urbaines. En Europe et aux États-Unis, on s'en prend aux juifs. Ici, on s'en prend aux orthodoxes. C'est beaucoup plus facile quand on cherche des coupables de s'attaquer aux petits, aux faibles, à celui qui ne pourra pas se défendre dans les médias ou sur les réseaux sociaux. On vous dit, voilà, ce sont les orthodoxes qui propagent la maladie. Ça me fait mal. Les émeutes du coronavirus ont creusé encore davantage le fossé entre orthodoxes et laïcs, une des vieilles fractures de la société israélienne. C'est un État dans l'État. Il y a beaucoup de courants parmi les orthodoxes qui veulent s'intégrer dans la société israélienne et l'État doit bien sûr encourager cela. Le problème, c'est que certains dirigeants orthodoxes mettent des obstacles considérables pour empêcher cette intégration. On le voit dans leur opposition à l'engagement des jeunes dans l'armée, dans leur refus de créer des écoles publiques orthodoxes ou encore leur rejet de la mixité dans les lieux publics. Nous sommes un seul peuple, nous sommes obligés de vivre ensemble, nous avons su le faire dans le passé, il faut revenir à cela.
Réconcilier laïcs et orthodoxes, c'est la mission que s'est fixée Meller Zilberschlag. Le jeune homme décrypte avec humour le monde religieux pour la télévision. Dans cette émission, il explique comment reconnaître les différents courants orthodoxes, selon la forme du chapeau, la manière de tresser les papillotes ou même la forme des chaussures. Il s'attaque aussi sans tabou aux stéréotypes les plus triviaux. Contrairement aux idées reçues, on se lave tous les jours. Meller est devenu une vedette en Israël. Ce jour-là, il tourne une publicité pour une célèbre chaîne de restauration rapide. C'est génial, il est très différent, il détonne dans le paysage. J'ai l'air de quelqu'un de bizarre. Alors elle pose des questions, elle s'intéresse. Si je ressemblais à tout le monde, la plupart des gens ne feraient pas attention à moi. C'est toute la société israélienne concentrée en un seul homme. Il est orthodoxe, mais il s'adresse aux laïcs. Il connaît notre langage et il parle aussi le yiddish. C'est quelque chose de très spécial. Sur le tournage, Meller évolue dans un Israël aux antipodes de son milieu de naissance, l'Israël de Tel Aviv, occidentalisé, laïque, voire anti-religieux. Dreadlocks contre papillotes, deux mondes qui se connaissent très mal. En fait, on ne se connaît pas les uns les autres. Et au moins, dans des situations comme celle-là, on a l'occasion de mieux se connaître. Tu te retrouves assis à côté d'un orthodoxe, d'un arabe, d'un babakoul ou d'un snobinard. Et finalement, on s'arrange très bien. Si on considère qu'Israël est un pays pluriel, une belle mosaïque, alors il faut le prouver. Parce que se disputer, c'est facile. Allez, je veux bien qu'on se dispute. Mais d'abord, connaissons-nous, et après on décidera si on s'aime ou non. Chaque jour, Moshe Friedman étudie le Talmud avec un ami de l'incubateur de start-up. Il aime cet aller-retour incessant entre l'antique tradition juive et la technologie la plus avancée. Certains pensent que si vous respectez la tradition, vous restez bloqué dans le passé et que l'avenir, c'est l'innovation. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Je pense que la capacité à innover découle précisément de la pensée, de l'analyse, de toute cette longue tradition d'étude de la Torah. Cet héritage nous donne la possibilité de regarder de l'avant et d'inventer de nouvelles choses. Cette combinaison est unique et à mes yeux, c'est ça la Startup Nation. Lentement, les orthodoxes sortent du ghetto. Malgré les résistances, les idées reçues et une défiance réciproque, Bnei Brak et Tel Aviv se rapprochent.